Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de toutes ces petites informations que tu exposes sans même t'en rendre compte. Ton numéro de téléphone que tu donnes au supermarché pour une réduction, ton adresse email que tu saisis sur un site d'actualité, ta date de naissance que tu entres machinalement pour créer un compte sur une application de livraison, ton quartier, ton lieu de travail, les noms de tes proches, les réponses à ces questionnaires anodins qui ressemblent à des jeux mais qui sont en réalité des collectes de données déguisées. Et peut-être, après avoir visionné cette première vidéo, tu t'es dit « D'accord, je comprends que je donne beaucoup d'informations, mais une fois que je les ai données, elles restent chez le destinataire, non ? Ce magasin a mon numéro, ce site a mon email, cette application a ma date de naissance. Ce n'est pas grave, ça ne va pas plus loin. » C'est là que tu te trompes, profondément. Et c'est précisément cette idée fausse, cette illusion de contrôle que les criminels exploitent chaque jour. Parce que tes données, une fois qu'elles ont quitté ton téléphone, une fois que tu as cliqué sur « Envoyer » ou « Valider », elles ne restent jamais là où tu les as envoyées. Elles entament un voyage que tu ne contrôles plus, un voyage qui peut les mener à des endroits que tu n'imagines même pas, entre des mains que tu n'as jamais autorisées, pour des usages que tu n'aurais jamais envisagés. Et ce voyage, aujourd'hui, je t'emmène le suivre, parce que comprendre où vont tes données, c'est comprendre pourquoi elles sont si convoitées. Et comprendre pourquoi elles sont si convoitées, c'est la première étape pour enfin les protéger. Laisse-moi te raconter ce qui se passe réellement en coulisses. Non pas ce que les sites internet veulent que tu crois, mais ce que font réellement tes données une fois que tu les as livrées entre des mains que tu ne connais pas. Imagine une scène tout à fait banale. Un soir, tu es chez toi, tranquille. Tu as besoin d'acheter un produit, peut-être un téléphone, peut-être des vêtements, peut-être un appareil électroménager. Tu ouvres ton navigateur, tu tapes le nom d'un site de e-commerce qui te semble sérieux, il a une belle interface, des avis positifs, des offres attractives, tu trouves ce que tu cherches, tu ajoutes au panier, tu passes à la caisse, le site te demande tes informations, nom complet, adresse de livraison, numéro de téléphone, adresse email, tu les donnes, sans hésiter, c'est normal, c'est le processus. Tu valides, tu paies, tu reçois ta commande quelques jours plus tard. L'histoire semble terminée, mais pour tes données, l'histoire ne fait que commencer. Ce site de e-commerce, comme des milliers d'autres, ne se contente pas de stocker tes informations dans un coin pour ne plus jamais y toucher. Il utilise des outils de marketing, parfois une dizaine, parfois une vingtaine, qui collectent en temps réel tout ce que tu fais sur la plateforme. Combien de temps tu restes sur chaque page, quels produits tu regardes avant de faire ton choix, à quel moment précis tu as hésité ou tu as cliqué, ce que tu as abandonné dans ton panier avant de finalement acheter autre chose. Ces outils, souvent développés par des entreprises américaines ou européennes que tu ne connais pas, reçoivent ces informations instantanément, sans que tu le vois, sans que tu le saches, sans que personne te demande ton autorisation de manière claire et transparente. Déjà, tes données ont quitté le site que tu croyais être le seul destinataire. Elles sont parties chez une dizaine de prestataires différents, répartis aux 4 coins du monde, qui les stockent, les analysent, les recoupent avec d'autres informations qu'ils possèdent déjà sur toi. Mais ce n'est encore que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'au-delà de ces outils de marketing, il y a la question du stockage. Les bases de données de ce site, ces énormes fichiers qui contiennent les informations de tous les clients, des milliers de personnes comme toi, sont stockés sur des serveurs. Parfois chez le site lui-même, parfois chez des hébergeurs externes, parfois dans des data centers situés dans des pays aux lois plus laxistes sur la protection des données. Et ces serveurs, est-ce qu'ils sont sécurisés ? La réponse honnête, celle que peu d'entreprises veulent entendre, c'est « pas toujours », loin de là. Dans de nombreux cas, ces bases de données sont protégées par des mots de passe faibles, parfois même par des mots de passe de par défaut que n'importe quel technicien un peu curieux peut trouver. Parfois, un employé de l'entreprise, un commercial, un développeur, un stagiaire a accès à l'intégralité de la base de données pour des raisons de travail. Et cet employé, est-il toujours vertueux ? Est-il toujours bien payé ? Est-il toujours loyal ? Parfois oui, mais parfois un employé mal rémunéré, face à une base de données qui contient des milliers de clients, peut se dire qu'une petite revente discrète lui rapporterait l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Il copie le fichier sur une clé USB, il le vend à un intermédiaire et personne ne s'en rend compte. La fuite n'est pas spectaculaire, elle n'est pas détectée par des alarmes, elle est simplement silencieuse. Et puis il y a les attaques externes, les vraies, celles dont on parle parfois dans les journaux. Un groupe de cybercriminels scanne l'Internet à la recherche de sites mal configurés. Ils trouvent une faille, une vulnérabilité, une porte laissée entrouverte, ils exploitent cette faille, ils accèdent à la base de données et en quelques minutes, des milliers de profils clients sont copiés et envoyés sur des serveurs que les criminels contrôlent.
C'est ce qu'on appelle une fuite de données. Tu en as probablement entendu parler. Une fuite chez un grand opérateur télécom, des données de clients volées chez une banque, des milliers de comptes compromis sur une plateforme de livraison. Mais ce que les journaux ne te disent pas, ce que les communiqués de presse des entreprises minimisent soigneusement, c'est ce qui arrive après la fuite. Parce qu'une fois que les données sont dans la nature, une fois qu'elles ont quitté les serveurs de l'entreprise, elles ne traînent pas dans un coin perdu de l'Internet, oublié de tous. Non, elles sont immédiatement récupérées, sorties, organisées, nettoyées et préparées pour être revendues. Il existe tout un écosystème souterrain dédié à ça. Des groupes Telegram spécialisés dans la revente de bases de données, avec des milliers de membres, des catalogues, des prix, des évaluations. Des forums sur le dark web où l'on échange des fichiers contenant des centaines de milliers de numéros de téléphone, des emails, des adresses physiques, des numéros de pièces d'identité, parfois même des scans de cartes d'identité, des relevés bancaires, des factures d'électricité, des selfies de personnes tenant leurs pièces d'identité. Tout ce que tu as donné à un moment donné sans y penser, sans te demander où cela allait atterrir, peut se retrouver dans un fichier Excel que des centaines de personnes peuvent acheter pour quelques dizaines de dollars. Je veux que tu prennes une seconde pour imaginer ça. Un fichier Excel, sur un serveur quelque part. Un fichier qui contient ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, peut-être une photo de ta carte d'identité, et ce fichier, n'importe qui peut l'acheter, pour le prix d'un repas au restaurant. Quelqu'un peut obtenir ton identité numérique complète. Et ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est ce qui se passe chaque jour sur des milliers de groupes et de forums avec des données provenant de tous les pays d'Afrique francophone. Mais ce n'est pas tout, parce que ces données ne sont pas seulement vendues une fois, elles sont revendues encore et encore. Un fichier qui a fuité il y a 2 ans peut encore circuler aujourd'hui sur des groupes privés, être proposé à de nouveaux acheteurs, être mélangé avec d'autres fichiers pour créer des bases encore plus complètes. Chaque nouveau client qui achète ces données va les utiliser à ses propres fins, arnaque, usurpation, blanchiment d'argent, en faisant porter ton nom sur les transactions. Et pour cela, il a besoin d'un dossier complet, un FOOLS, comme ils l'appellent dans leur jargon, une identité complète, irréprochable, qui passe toutes les vérifications. Et ce dossier, il peut l'obtenir pour quelques dizaines de dollars sur ces marchés cachés. Pour le prix d'une chemise, quelqu'un peut devenir toi. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment tout commence, par une simple information donnée sans réfléchir. Dans celle-ci, tu as compris où vont tes données une fois qu'elles ont quitté tes mains. Tu sais maintenant qu'elles ne restent pas là où tu les as envoyées. Tu sais qu'elles circulent, qu'elles sont copiées, qu'elles sont vendues. Tu sais qu'il existe tout un écosystème économique souterrain qui vit de la revente de nos informations personnelles. Dans la prochaine vidéo, nous allons franchir une étape supplémentaire. Nous allons pénétrer dans ce marché caché. Nous allons voir comment ton identité entière, tes documents, ta photo, tes justificatifs, devient une simple marchandise, étiquetée, tarifée, vendue. Et surtout, nous allons comprendre comment quelqu'un, sans jamais te rencontrer, peut t'acheter la possibilité de devenir toi. Parce que ce que tu as vu jusqu'ici, la collecte des informations, la circulation des données, ce n'est que la surface. Ce qui t'attend, c'est de découvrir le cœur du système, ce marché obscur où ton identité a un prix. Et ce prix, crois-moi, il est bien moins élevé que ce que tu imagines.